Lorsque l'on doit traiter une variable quantitative continue, il y a quelques petites différences par rapport au traitement d'une variable quantitative discrète. Donc, on va commencer par regarder le tableau dans le fond, de dépouillement, les différences par rapport aux variables quantitatives discrètes. Donc, je vais surtout focuser sur les différences par rapport aux variables qui sont quantitatives discrètes. On va prendre un exemple. Donc, si j'ai un début de tableau, on va dire que j'ai un échantillon de 1488 unités statistiques. Et puis, ce sont des étudiants dans un cégep. Et donc, dans le fond, disons cégep ABC. Puis, c'est les étudiants inscrits à la session hiver 2010. Dans mon tableau, alors, la première colonne, toujours, donc c'est la même chose que pour une variable qui est discrète, quantitative discrète, c'est la variable qui vient ici. Donc, variable. Toujours. Par contre, on va voir ensemble que pour énumérer les réponses que mes étudiants vont me donner, je n'utiliserai pas la même technique ou la même méthode que pour une variable quantitative discrète. Parce que dans le cas d'une variable quantitative discrète, on énumère toutes les réponses obtenues. Ce qui serait un peu fastidieux ici dans le cas de cette variable-ci, donc le nombre d'heures de travail à la maison, étant donné que c'est une variable qui est continue, ça serait un peu compliqué d'énumérer toutes les possibilités ou en fait toutes les réponses que les étudiants me donnent. Dans un cas très extrême, je pourrais obtenir 1488 réponses différentes. Alors, ici, on va plutôt travailler avec des classes, c'est-à-dire on va prendre un intervalle pour les réponses possibles. Donc, par exemple, je pourrais faire un intervalle de 0 à 5. Donc, tous les étudiants qui m'auront répondu entre 0 et 5 heures, je pourrais les inclure dans la classe. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je puisse énumérer toutes les possibilités. Ou en fait couvrir l'ensemble des réponses que les étudiants m'ont données. La deuxième colonne, c'est la colonne du point milieu. J'y reviendrai, on va avoir besoin de la première colonne pour construire celle-ci. La troisième colonne, le nombre d'étudiants, ça en fait, c'est mes unités statistiques. Les étudiants, c'est qui correspond à la deuxième colonne du tableau pour une variable quantitative discrète. Donc là, cette fois-ci, elle a été tassée à droite d'une place. Alors en fait, on vient introduire une nouvelle colonne ici du point milieu, donc qui va être pratique pour certains graphiques et pour certains calculs. Alors ici, nombre d'étudiants, je peux peut-être écrire, donc ça c'est l'unité statistique. Je vais juste marquer US pour unité statistique, étant donné que je n'ai pas beaucoup de place. Pourcentage d'étudiants, donc ça, c'est la même chose que pour une variable quantitative discrète. Et le pourcentage cumulé, c'est exactement le même principe. Alors, je vais surtout me concentrer sur les deux premières colonnes. Alors, disons que dans mon exemple, en fait, on va devoir calculer l'étendue de ma distribution. Donc, l'étendue. Qu'est-ce que l'étendue? En fait, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur obtenue. Donc, je vais écrire ici plus grande valeur moins plus petite valeur. Disons que dans mon cas, j'ai un étudiant qui me répond 41 heures par semaine et un autre étudiant qui me donne 0 heures par semaine de travail à la maison. Alors mon étendue serait de 41. On a besoin de l'étendue pour pouvoir bien définir nos classes. Étant donné que ma plus petite réponse obtenue c'est 0 et que ma plus grande est 41, il faut que dans les intervalles que je vais créer, je couvre tout ce qui va de 0 à 41 parce que les classes, un des principes très très importants, c'est qu'elles soient exhaustives, c'est-à-dire que toutes mes unités statistiques se retrouvent dans une classe. Donc, il faut vraiment que je couvre l'ensemble des réponses données. Maintenant aussi, il faut que je sache en fait combien de classes je devrais utiliser, quelle largeur chacune de mes classes devrait avoir. Est-ce que je fais une classe qui va de 0 à 41? Donc, ça serait pas une très très bonne idée là, parce qu'on ne pourrait pas bien voir l'allure de la distribution. Est-ce que je fais deux classes? Est-ce que j'en fais trois? Puis, dans le fond, si j'en fais deux ou trois, la largeur, ça va être quoi? Il faut que je décide combien de classes dans le fond, je veux pour mon tableau. Alors, il y a une petite formule qui peut nous aider à calculer le nombre de classes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la formule, là, mais c'est surtout, bon, c'est empirique, là. Voilà. Donc, le nombre de classes, on peut y aller de la façon suivante pour le calculer 1 plus 3,322 fois le log en base 10 de la taille de mon échantillon. Donc, en calculant ça, eh bien, on va obtenir une idée du nombre de classes qu'on devrait utiliser. Étant donné que le calcul ici va rarement donner un nombre entier,
C'est vraiment une approximation, hein. Des fois, on est à plus ou moins deux trois classes. Là, c'est pas la fin du monde. Alors, dans mon exemple ici, 1 plus 3,322 fois le log de 1488, donc environ 11,5. Et étant donné que j'ai besoin, ou 54 en fait, étant donné que j'ai besoin d'un nombre entier, hein, c'est des nombres de classes, on va arrondir et on va prendre 12. Alors, je devrais obtenir, ou en fait, je devrais construire environ 12 classes. Maintenant, pour savoir connaître l'étendue de chacune des classes, donc la largeur de chacune des classes, ce que je vais faire, c'est je vais diviser l'étendue par le nombre de classes. Donc, il faut que je couvre une étendue de 41 et diviser en 12. Et on va y aller à peu près pour pouvoir calculer dans le fond chacune de mes classes. Alors, la largeur des classes, on prend l'étendue et on divise par le nombre de classes. Nombre de classes. Dans notre cas, l'étendue est 41. Le nombre de classes que je désire, 12. Si on effectue le calcul, on obtient 3,4. Et on arrondit pour, dans le fond, calculer notre étendue réelle, parce que je ne prendrai pas des étendues de 3,4. Là, il faut penser qu'il faut que le tableau soit simple à lire et il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Alors, c'est une indication de la largeur des classes, c'est-à-dire quelque chose aux alentours de 3. Moi, ici, je vais prendre 3 en arrondissant. Souvent, on va prendre des classes de largeur 5 ou de largeur 10 quand cela est possible. Par exemple, si j'avais obtenu une largeur de classe de 9, j'aurais peut-être pris plutôt des largeurs de classe 10. Ça aurait été plus facile ou en fait plus naturel en fait, de séparer dans le fond par des intervalles de longueur 10. Donc, c'est pas une règle stricte, mais c'est pour me donner une idée. Comme ma largeur de classe, je l'ai prise un peu plus petite que la valeur que j'obtiens ici, je devrais obtenir plus que 12 classes. Si j'avais pris 4 au lieu de 3,4, j'aurais eu probablement un petit peu moins que 12 classes. Donc c'est normal, le 12 là, que j'ai calculé ici, c'est encore une fois un indicateur. C'est certain que si j'obtiens par exemple 13, 14 ou même 15 classes, c'est pas la fin du monde. Par contre, si j'en avais 25, là, il y aurait un problème parce que là, je suis quand même assez éloigné de la valeur que j'avais calculée. Alors, je vais construire mes classes maintenant. Alors, ma plus petite valeur, il faut que mes classes soient exhaustives, donc il faut que je couvre tout. Donc, je vais commencer de 0 et je vais faire des bonds de 3. Et là, je vais faire mes classes de la façon suivante. Donc, de 0 à 3, de 3 à 6, étant donné que c'est la largeur de ma classe, 6 à 9, OK, et ainsi de suite. Alors, ce qui est important, c'est que mes classes soient mutuellement exclusives. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, en fait, je vais mettre dans cette classe-là tous les étudiants qui m'ont répondu de 0 à 3, mais 3 exclus. Un étudiant qui me répondrait 3, je vais l'inclure ici. Alors, le crochet ouvert veut dire exclu. Ici, crochet fermé, inclus. Alors, ils sont exclusifs. Ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas de trucs en commun entre les classes. Et il faut aussi qu'elle soit exhaustive. Donc, il faut que je continue jusqu'à temps que je couvre l'ensemble des réponses obtenues. Donc, jusqu'à 41. Alors, je continue ceci jusqu'à 41. Je vais me faire un peu de place. Je les écrirai pas tous. Voilà, donc 9, 12. Vous comprenez le principe. Okay, là, dans un vrai tableau, il faudrait vraiment tous les écrire. Je vais juste manquer de place, alors je vais abréger. Et bon, les dernières classes de 36 à 39. Et bon, 39, je n'ai pas encore atteint ma plus grande valeur qui était 41. Alors je continue de 39 et un bond de 3 à 42. Et là, je vais avoir couvert l'ensemble de mes données. Toujours fermé à gauche et ouvert à droite. Finalement, comme dans tout tableau, on met une ligne totale. Et voilà. Donc ça serait ma première colonne. Le point milieu, bon, comme j'ai dit, là pour le moment, c'est pas très pertinent, mais on va le calculer quand même, comme je disais précédemment, pour certains calculs, par exemple les calculs de moyenne, les calculs de médiane, des quartiles, tout ça, on va avoir besoin du point milieu, et pour certains graphiques aussi. Alors le point milieu, c'est tout simplement le milieu entre 0 et 3, étant donné que c'est les deux bornes de ma classe, donc le point milieu de 0 et 3.
Alors, ici, ça serait 1,5. Et pour trouver le deuxième point milieu, bon, je peux procéder ici en faisant une moyenne. Okay? On peut trouver le milieu entre 6 et 3, c'est la moyenne. Donc 6 plus 3, 9. 9 divisé en 2, 4,5. Le prochain point milieu, donc 9 et 6, ça donne 15 quand on additionne. Le point milieu va donner 7,5. Et ainsi de suite. Bon, le dernier point milieu ici serait 40,5. On le fait pour chacune des classes. Une fois qu'on a trouvé, bon là on peut le faire de cette façon-là, calculer la moyenne là, des deux bornes. C'est une façon de faire, une façon peut-être plus rapide. On calcule le point milieu de la première classe. Et étant donné qu'ils sont tous de la même largeur et que je fais des bonds de 3, donc en fait c'est des largeurs de 3, ici je peux faire des bonds de 3, donc 1,5 plus 3, 4,5 plus 3, 7,5, étant donné que les points milieux sont à égale distance. Dans ce cas-ci, on fait des bonds de 3 et on continue comme ça. On va pouvoir trouver tous nos points milieux. Alors ici, il n'y a pas de total, bien entendu. Le nombre d'étudiants, bon, ben ça, c'est la fréquence qu'on obtient pour chacune des classes. Alors, je compte combien il y a d'étudiants qui ont répondu entre 0 et 3. Bon, disons par exemple qu'il y en a 10. Entre 3 et 6, disons qu'il y en a 21. Bon, ici 6 et 9, disons qu'il y en a 53. Et ainsi de suite. OK. Un total, donc ici, ça c'est la taille de mon échantillon qui revient ici. Okay. Pourcentage des étudiants, eh bien on calcule 10 étudiants sur 1488. On écrit le pourcentage ici. Je vais faire le calcul. 10 sur 1488 en pourcent, ça donne 0,67%. Donc 0,67%. Alors 21 divisé en 1488 en pourcentage, ça donne 1,41%. Arrondi, bien entendu, à deux décimales. Ici, on obtient 3,56%. Et ainsi de suite, on les fait pour tous. À la fin, on a toujours 100%. Et même si le total additionné ne donne pas tout à fait 100%, c'est normal, étant donné qu'on a des arrondis, mais quand même, toujours 100% dans le bas du tableau. Et pourcentage cumulé, donc c'est exactement la même chose que pour une variable quantitative discrète. On additionne, on cumule les pourcentages des classes précédentes. Alors 0,67%, il n'y avait pas de classe précédente, donc on y va ici. Et on continue. Alors, pour ici, on va écrire 1,41% plus le 0,67%, ce qui nous donne 2,08%. Ici, au 2,08, on va additionner le 3,56, donc 5,64%, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière classe où on obtient le 100%. Et ici, on n'a rien à écrire. Alors, le tableau est presque complet. Donc, on n'oublie pas 5 colonnes, une colonne de plus que pour une variable quantitative discrète, celle du point milieu. Et tout ce qui reste à faire, c'est de donner un titre convenable au tableau. Toujours la répartition des unités statistiques, donc des étudiants, en fonction de la variable. Donc, je vais juste écrire, je vais donner le titre au tableau. Répartition, mes unités statistiques. Alors, les étudiants qui sont inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver. Donc, ça, c'est mes unités statistiques. Et puis, en fonction de quoi? De ma variable, du nombre moyen d'heures de travail fait à la maison par semaine. Alors ça, ici. Et un petit rappel sur les deux mots-clés, répartition. Donc, on répartit les unités statistiques en fonction de la variable.